Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV78. Vous l'avez remarqué, ce soir, nous ne sommes pas sur l'habituel plateau de TV78, mais nous sommes sur la scène du théâtre du Prisme à Elancourt. Le théâtre lance sa nouvelle programmation de l'année 2023-2024. C'est ce soir avec la soirée Entracte à 20h30. Nous découvrirons ensemble les nouveaux spectacles à découvrir au Prisme. Ce sera à 20h30. Je le répète, nous sommes le mercredi 7 juin. Voici le programme de ce soir. Du théâtre, de l'humour ou encore des acrobaties. Dans cette émission, nous reviendrons sur le programme culturel de l'année 2023-2024 au Prisme d'Elancourt. Quels sont les spectacles à venir? On fait le point avec le directeur du théâtre. Favoriser les échanges entre les personnes en situation de handicap et les personnes valides, c'est l'objectif de la Nuit du handicap. L'événement national se déroule ce samedi et Versailles fait partie des 35 communes de France à participer. On en parle avec nos invités. Et ce soir, on parlera également d'éducation. Dans votre 7-8, notre journaliste Régine Ralèche revient avec sa chronique EduTalk. Elle s'est intéressée à la méthode Montessori. Quel est le principe? Les réponses dans cette émission. Et dans cette émission, également la semaine de la santé sexuelle, les collégiens des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui visitent le château de Versailles et bien évidemment les films à ne pas manquer cette semaine au cinéma. Tout ça en fin d'émission, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le soleil sera de nouveau au rendez-vous dans les Yvelines. Côté température, ça grimpe. Comptez 19 degrés à Mantes-la-Jolie, Houdan et Versailles et 18 degrés à Rambouillet. Dans l'après-midi, il fera toujours beau temps. Au niveau des températures, il fera en moyenne 26 à 27 degrés. Et demain, nous fêterons la Saint-Médard. Le point maintenant sur les informations du jour à retenir dans les Yvelines. Et donc c'est avec vous, Céline Charles, bonsoir. Bonsoir. Alors on commence ces informations du jour avec la réforme des retraites. Et oui, l'abrogation de la retraite à 64 ans ne sera pas discutée dans l'hémicycle. C'est ce qu'a annoncé Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ce matin chez nos confrères de BFM TV. L'article 1 du projet de loi du groupe LIO pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires sera déclaré irrecevable. Il devait être discuté en séance ce jeudi 8 juin. Le groupe LIO regroupe des députés issus du centre droit et des socialistes. Le groupe et le projet de loi ont obtenu l'appui de la NUPES, du Rassemblement national et de certains députés LR. La loi s'appuie sur l'article 40 de la Constitution qui empêche les parlementaires de créer une charge financière pour l'État par le biais d'une proposition de loi ou d'un amendement sans la compenser. Un peu de sport à présent. Céline, vous nous emmenez à Verneuil-sur-Seine où un baptême a eu lieu dans l'après-midi, celui d'un terrain de football. Et plus exactement, le terrain d'honneur du stade municipal, son nouveau nom, Matteo Guendouzi, le footballeur international qui porte actuellement le maillot de l'Olympique de Marseille. Alors Mathilde, vous allez sans doute me demander pourquoi sur des terres plutôt acquises au PSG, on donne à un terrain le nom d'un joueur marseillais. Eh bien, c'est tout simplement parce que Matteo Guendouzi est un titi du PSG. Il est passé par le centre de formation du club champion de France en signant sa première licence avec le PSG à 6 ans. Cette année à l'école de foot, puis centre de préformation. Et à Verneuil-sur-Seine se trouve le collège dans lequel sont scolarisés les jeunes joueurs. Rajoutons à cela qu'il est né à Poissy. On l'écoute au micro de Grégory Canalet et William Morel. J'y suis resté pendant 3 années, donc j'ai fait ma 5e, 4e, 3e ici au collège. Et sur ces terrains, c'est là où on s'entraînait pareil pendant 3 saisons avec la préformation. Donc ça fait quoi 9-10 ans maintenant, donc pas mal de très bons souvenirs qui reviennent. C'est rare d'avoir quelque chose à son nom, encore plus un stade de football. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui ont été derrière moi et voilà, qui m'ont poussé depuis le plus jeune âge. Et c'est pas ça vient récompenser aussi le travail que j'ai fait depuis de nombreuses années maintenant. Toujours en football, Céline, vous voulez nous partager une information qui nous est parvenue en fin d'après-midi. Elle concerne la situation du club de football de Poissy. Alors effectivement, Mathilde, une réunion s'est tenue hier à l'invitation de la maire Sandrine Dos Santos avec le conseil d'administration de l'AS Poissy et d'anciens membres du club de football. La municipalité attendait d'avoir les informations exactes concernant la situation financière du club. Après plusieurs heures d'échange,
dimanche, Poissy constate, et je cite le communiqué, de très nombreuses défaillances au sein du club. La maire de la ville a reconnu la passion tenace et sincère des instances dirigeantes, mais aujourd'hui elle attend un projet pour la formation au football de tous les Pissiacais. Et si les moyens sont au rendez-vous, un projet sportif de haut niveau. Elle a demandé au club de transmettre d'ici à la mi-juin des garanties financières de partenaires prêts à s'engager. Pour rappel, Poissy est convoqué devant la DNCG, contrôleur financier du football français, le 4 juillet pour défendre sa cause et éviter une relégation régionale 1. On poursuit avec un mot sur Roland Garros. Céline, notamment avec une Yvelinoise qui jouait aujourd'hui en tennis, fauteuil simple dame. Et oui, Pauline Déroulède était en quart de finale du tournoi cet après-midi. La 18e mondiale licenciée à Voisin-le-Bretonneux affrontait pas moins que la numéro 1 mondiale de cette difficile face à Diète de Groot. Pauline Déroulède s'incline donc en quart pour son premier Roland Garros. Et on passe à notre image du jour. C'était ce matin, à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, à l'occasion du programme Voile olympique, Voile pour tous, le dériveur olympique 470 a été mis à l'honneur. Organisé par l'association 470 France, l'événement s'est déroulé ce mercredi 7 juin à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Tout au long de la journée, une vingtaine de jeunes a pu embarquer aux côtés d'experts pour apprendre à naviguer. Le but, faire goûter au plaisir de la navigation en double. Donc on espère que tous ceux qui auront navigué sur nos bateaux regarderont avec plus de connaissances et plus d'intérêt les régates olympiques qui seront retransmises à la télévision. Avec un peu moins de toile que ses concurrents, il permet une utilisation par tous les temps et s'adresse à tous les publics pour retrouver ce bateau. Rendez-vous au JO 2024 et ainsi pouvoir s'identifier à nos champions nationaux avec un changement puisque les équipes seront mixtes. Et je le disais en début d'émission, Céline, ce soir nous sommes au Prisme d'Elancourt et c'est pour une raison bien particulière. Et oui, de l'humour, du théâtre, des acrobaties. Le Prisme d'Elancourt présente sa nouvelle saison ce soir avec son entracte. Les spectateurs pourront découvrir tout au long de la saison Lionel Astier avec Victoria Abril, Bruno Salomon sur scène avec David Sardou, Thierry Beccaro, Marianne James pour ne citer que. À l'animation, notre directeur de l'information, Patrice Carmouze. Début de la soirée 20h30 à retrouver sur notre antenne. Eh bien, merci beaucoup Céline Charles pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une information ou une image qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Alors voilà, nous sommes bien installés sur la scène du Prisme à Elancourt. Nous sommes en compagnie de Thomas Perron-Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de ce théâtre. Avec vous, on va parler de cette nouvelle saison culturelle qui arrive pour l'année 2023-2024. Première question, comment est-ce qu'elle a été imaginée, pensée, cette programmation culturelle ? Elle a été imaginée en rapport avec la saison qui vient de se passer, où on avait effectivement changé un peu le paradigme sur la programmation. On était plutôt sur du one-man show, des comédies, du théâtre, de la musique. Donc on s'est basé un peu sur ces thématiques-là, puisque ça a très très bien fonctionné, puisqu'on était sur un taux de remplissage de 82%, ce qui est quand même plutôt très bien post-Covid. Oui. Donc on s'est basé effectivement sur ces thématiques-là. Alors après, nous on est aussi dépendant des tourneurs, des productions en fonction des spectacles qui sont proposés. Donc voilà, donc effectivement on fait un choix par rapport à ce qu'on nous propose en imaginant que ça puisse plaire à notre public, ce qui a priori était le cas la saison dernière. Alors dans les grands rendez-vous qui nous attendent, j'ai noté Tap Factory, c'est un show avec 7 personnes, ce sera le 7 octobre. Je vous propose de regarder un extrait et on en parle tout de suite après. Alors on le voit bien sur ces images, c'est un véritable show, Tap Factory. Il y a une histoire derrière ou c'est simplement... En fait, c'est un spectacle qui a été créé et qui a tourné dans le monde entier. Et c'est très chaplinesque en fait, c'est où il y a un mélange de claquettes, c'est très, très basé sur les claquettes, la percussion, voilà, donc c'est un spectacle large public en fait. C'est vraiment, on a décidé de commencer la saison avec ce spectacle-là pour que les gens puissent venir en famille en fait. C'était vraiment l'idée que ça soit quelque chose d'assez attractif, assez percutant, un peu onirique, avec un très beau décor, des très belles lumières. Ça fait partie de notre métier, le spectacle, les lumières, le décor, le son. Voilà, donc on a vraiment choisi de commencer la saison avec ce spectacle-là, en pensant qu'effectivement ça regrouperait les familles, ce qui est aussi
Une de nos missions, c'est aussi de pouvoir proposer des spectacles à des prix attractifs pour les familles. Quand on sort à 2, 3, 4, on essaie de faire en sorte que le prix soit quand même raisonnable. Voilà. Alors, un autre rendez-vous, Marianne James, elle est connue notamment pour avoir participé à La Nouvelle Star. C'est une autrice, une interprète. Comment est-ce que vous avez fait pour la faire venir au Prisme? Alors avant La Nouvelle Star, moi je la connaissais plutôt en tant qu'artiste, Artiste. parce que j'ai rien contre La Nouvelle Star, mais effectivement je la connaissais plus en tant qu'artiste sur son premier spectacle. Personnage pétillant, intéressant, très grande chanteuse, et du coup là on est sur un spectacle pareil qui est un peu interactif, puisqu'en fait c'est un spectacle qui est en même temps musical, qui est drôle, où il y a effectivement cette interaction avec le public, où elle fait chanter des gens, elle fait monter des gens sur scène. Donc l'idée quand même dans le spectacle vivant, c'est de pouvoir échanger. C'est quand même la base du spectacle vivant, c'est quand même surtout ça. Et là, pour le coup, ça fonctionne très bien, puisqu'effectivement, c'est vraiment dans un échange permanent avec le public. Voilà. Et comment on l'a repérée, parce qu'elle est connue et qu'effectivement, elle a la notoriété qui la précède, et puis elle a cette espèce d'énergie ultra positive qui est... Le monde du spectacle, c'est aussi, on a le droit aussi d'avoir des spectacles de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'ils soient légers, intéressants. Voilà. Il faut faire des spectacles légers en ce moment, c'est ça que vous retenez? Ce que je retiens, c'est que dans le théâtre, et notamment dans le nôtre, on essaye d'avoir une proposition artistique qui soit assez large. Ça veut dire qu'on peut faire aussi bien de la comédie ou du théâtre avec des choses un peu plus classiques, un peu plus, où il y a peut-être un peu plus de réflexion. Mais ça n'empêche pas effectivement d'avoir des choses qui soient un peu plus populaires au sens noble du terme et qui soient accessibles au plus grand nombre. Ça, c'est quand même l'idée principale du théâtre de Le Prisme, en fait, c'est de pouvoir attirer des gens. On vient au théâtre pour se faire plaisir. Et en fait, oui, absolument, et de faire en sorte que des gens pour qui le théâtre ou l'ensemble, le théâtre ne soit pas forcément quelque chose où on se dit tiens, je vais aller au théâtre. Nous, l'idée, c'est de faire venir des gens dans notre théâtre qui n'auraient jamais eu l'idée d'y aller avant. Voilà. On parlait de Marianne James, justement, qui met du baume au cœur, qui fait rire. Je vous propose de regarder un extrait de son spectacle. En 1, il faut des poumons, c'est l'usine qui donne de l'air et ça remonte par la trachée, ça traverse le vibrateur, là, le larynx, qui émet un son pas très beau d'ailleurs. Ça fait un peu ça les cordes vocales, comme son. Et au-dessus, magie. Magie, troisième chose, troisième étage de la fusée, le masque résonateur, l'amplificateur, toute la tête. Et tout ça, ça fait une voix. Alors oui, on n'est pas tous égaux devant la voix. L'humanité nous a offert Maria Callas, mais aussi Carla Bruni. Et donc, elle sera le 3 février sur la scène du Prisme à Elancourt. Autre one-man show, comique, Artus. Il y a beaucoup d'humour cette saison au Prisme. Il y a beaucoup d'humour, il n'y a pas que ça évidemment, mais il y a beaucoup d'humour parce qu'on sait que ça a fonctionné. Et puis très honnêtement, à passer les 2 années, voire 2 années et demie de post-Covid, les gens avaient aussi envie de retrouver un peu le sourire, d'avoir des choses un peu légères. Alors on peut avoir des choses légères et en même temps, ce que je vous disais précédemment, des choses un peu plus, comment dirais-je, un peu plus fines ou peut-être un peu plus intellectuelles. Mais en tout cas, effectivement, l'humour, ça a une place importante chez nous. Il faut aussi que les salles se démarquent avec une programmation que les gens connaissent d'une année sur l'autre, même sans refaire tout le temps la même chose. Chaque salle de l'agglo a sa spécificité. Voilà, donc effectivement, nous, on a essayé effectivement d'avoir une programmation assez large, mais où effectivement, et l'humour et la comédie a une place importante, oui, absolument. Et donc, effectivement, on va avoir Artus. Oui. Alors, Artus, c'est une création, le spectacle, il est en création, mais on connaît le personnage, on connaît sa truculence, on connaît son humour un peu incisif. On touche aussi certainement avec Artus un public un peu plus jeune. Et c'est la première fois où on va faire un spectacle le dimanche en fin d'après-midi. D'accord. Voilà, pourquoi donc ça, c'est une première. Mais parce que ça pouvait pas se faire autrement par rapport au routing des productions. Donc voilà, et on s'est dit, oui, tiens, dimanche à 18h, ça peut être sympa d'aller voir un spectacle plutôt que de rester, je sais pas, à la maison ou regarder la télé ou je sais pas, peut-être aller à la pêche sur ça. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de changer. On essaye systématiquement de changer, de s'améliorer, de réfléchir à des nouveaux projets, des nouvelles choses. On travaille dans le théâtre, en fait, on travaille dans la culture, on essaye d'être toujours un peu précurseur et d'essayer de changer les choses. Alors, on va parler de théâtre, justement. Quelques pièces seront jouées, forcément, durant cette saison culturelle. Il y a notamment Changer l'eau des fleurs, qui a été nommée au Molière 2022, avec l'actrice Caroline Rochefort, qui a reçu le titre de Révélation féminine. Voilà, et donc là, pour le coup, quand on parlait de la programmation, on fait aussi du théâtre, parce qu'en fait, une fois de plus, quand on fait, par exemple, Artus, on va aussi essayer de vendre aux gens qui viennent voir Artus. On a aussi du théâtre. Effectivement, Changer l'eau des fleurs, c'est un livre qui a été vendu à 850 000 ou 900 000 exemplaires. La pièce a été montée après le livre, effectivement, avec une
comment dirais-je, un très très bon retour au niveau et de la presse et des spectateurs. Donc effectivement aussi, on a aussi ce type de pièce qui, alors on n'est plus du tout effectivement dans l'humour, des choses comme ça, on est des choses un peu plus fines, où il y a un peu plus de réflexion et en même temps, ça fait partie de notre mission aussi de pouvoir aussi avoir des choses de cet ordre-là en fait. Voilà. Et, il y aura aussi des comédies, notamment Au scalpel et une autre, Drôle de genre. Drôle de genre avec Lionel Astier et Victoria Abril. Alors là, effectivement, on est sur quelque chose de complètement différent. Mais en même temps, Drôle de genre, même si c'est une comédie, il y a quand même une réflexion derrière sur l'identité, enfin des choses comme ça. Donc on peut faire de la comédie avec du sens. Et quand les acteurs sont bons, le message habituellement passe assez facilement et notamment par le biais du rire. Donc voilà, donc ça c'est effectivement c'est une pièce qui est et à la fois drôle et en même temps qui a du sens. Et alors le programme culturel est riche puisque vous avez aussi de la musique avec notamment Chimène Badi qui va venir célébrer les 60 ans de la disparition d'Edith Piaf. Absolument, et on connaît, pareil, on connaît la chanteuse, on connaît sa prestance, sa façon d'interpréter les choses. C'est une grande fan d'Edith Piaf. Et effectivement, c'était l'occasion de lui rendre hommage. On a un très très beau spectacle, un peu minimaliste, avec des très beaux décors. Mais par contre, quand vous avez des très bons chanteurs de cet ordre-là, il se suffit presque à eux-mêmes. Donc, et on est ravis d'accueillir tous ces artistes-là parce qu'en fait, globalement, l'idée aussi sur le Prisme, c'est de pouvoir avoir une programmation qu'on pourrait retrouver à Paris avec des facilités d'accès, des prix raisonnables en termes de prix du billet. Quels sont les prix justement? Quelle est la En fait, fourchette les des prix, prix si les gens prennent la carte Prisme, ils peuvent avoir sur certains spectacles, ils peuvent payer 12 euros, sur d'autres, ils peuvent payer 22, 23, 24. En tout cas, c'est vrai que le côté attractif du prix du billet, une fois de plus par rapport aux familles, des choses comme ça. Et puis en plus, on a la facilité d'accès, on a un bar, on a de la restauration, on a des expositions. On est sur quelque chose qui est un peu plus vivant et un peu différent de juste de la consommation stricto sensus. On est aussi dans l'échange avec les gens, avec notre public qu'on connaît, qui nous connaissent. Vous avez des habitués, toujours des fidèles? On a des habitués, effectivement, et nous notre objectif, c'est de recevoir les gens au mieux de ce qu'on peut. C'est pour ça que chaque année, on essaie d'avoir des projets un peu nouveaux. On travaille avec des artistes locaux pour les expositions, puisqu'effectivement, on a un panel assez large dans la région, et notamment sur Saint-Quentin-en-Yvelines d'artistes. Donc voilà, donc systématiquement, on essaie déjà de travailler avec les artistes locaux, comme ce soir avec Adrienne Clark Trio, qui sont des artistes de la région, mais qui sont d'un niveau exceptionnel. Voilà, donc en gros, on a tout ce qu'il faut ici pour faire bien et voire peut-être mieux qu'à Paris, et dans des conditions techniques et d'accueil du public largement meilleures souvent que les salles parisiennes. Eh bien, merci beaucoup, Je vous en Thomas prie. Perron-Arnaud, d'avoir Merci. répondu à nos questions et puis surtout de nous avoir accueillis sur cette scène C'est avec du un gros théâtre plaisir. à Elancourt. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle saison culturelle au Prisme, ne manquez pas la retransmission de la soirée Entracte. C'est à 20h30 sur notre antenne. On en parlait en début d'émission, samedi prochain, le 10 juin, c'est la nuit du handicap partout en France et parmi les 35 communes qui y participent, Versailles, au programme des ateliers, des jeux ou encore du sport de 15h30 à 22h dans les jardins de la mairie de Versailles. Pour en parler avec nous, Marion Trotzolt, responsable des bénévoles pour l'association La Nuit du Handicap à Versailles. Bonsoir. Et vous êtes accompagné de Xavier de Senneville, l'organisateur de cet événement à Versailles. Bonsoir. Alors, première question, pourquoi c'est important pour vous, pour cette 6e édition, de revenir et de recréer un événement, la nuit du handicap à Versailles? Bien parce qu'on est là dans la continuité. Ça fait 6 ans qu'on organise ce magnifique événement. Le Covid n'a pas eu raison de nous puisqu'on a réussi à nouveau à relancer ce spectacle et cette animation dès 2021. Et donc, vous l'avez dit, 36 villes aujourd'hui en France entière. Et donc, les Moi, j'étais Yvelines, restée à 35, il y en a 36 apparemment. on est la 36e en fait. D'accord. Et donc Versailles et les Yvelines voulaient s'associer. Et on a été une des premières villes aussi à animer, à faire que cette fête soit une véritable rencontre entre les personnes porteuses de handicap et le grand public. Et alors, quelles sont les personnes en situation de handicap qui sont concernées par cet événement? Toutes, j'imagine. Tous les handicaps, en fait, toutes les personnes, surtout qui veulent venir faire la fête, parce que c'est avant tout une journée festive, une journée joyeuse, et que chacun puisse montrer ses talents. Et c'est vraiment l'objet de notre rendez-vous, c'est faire que la rencontre ait lieu entre toutes les personnes qui ont des talents
qu'elles soient handicapées ou non. Oui, il y aura de la danse, de la musique, du sport. Quelles seront les activités que vous allez proposer samedi? Alors du coup, on fait venir des personnes artistes qui seront sur scène et qui présenteront, il y aura du théâtre, de l'handicabaret joué par des jeunes autistes. D'accord. Il y a beaucoup d'activités comme ça qui vont sur scène qui vont se succéder. Et puis, il y a des activités dans les jardins de la mairie de Versailles où on peut essayer le handi-bike, les jolettes. On fait venir du cécifoot et il y a aussi de la cécipétanque. Et en fait, tout ça, c'est créer une activité pour créer la rencontre. Et le but aussi, c'est de se mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap et montrer que tout le monde peut faire du sport finalement, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est se rendre compte des difficultés qu'on peut avoir, faire ouvrir les yeux, le cœur et l'esprit aux personnes et pour comprendre les difficultés des personnes handicapées, que le handicap soit visible ou invisible, et pourquoi pas dans la rue, aller tendre la main à une personne connaissant un peu les difficultés qu'elle peut avoir. C'est plus facile de briser les clichés, les préjugés qu'on peut avoir sur le handicap et les personnes en situation d'handicap par ce biais-là, le sport, la musique, la danse. Bah oui, tout à fait, parce que tout le monde peut faire du sport, en fait, qu'on soit handicapé ou pas. Et d'ailleurs, ils sont très forts parce que faire du basket ou du rugby en fauteuil roulant, du volley assis, c'est assez sportif. Et nous, quand on s'y essaye, eh ben, on se fait battre à plat de couture. Et voilà, et c'est chouette de voir ça. On est plein d'humilité. C'est vraiment une journée des partages qu'on fait dans la joie et les rencontres sont vraiment belles. Oui. Et je veux bien ajouter aussi que c'est aussi avant tout, c'est la fête. Hein. La rencontre est une fête, donc on est là pour s'amuser et donc par des activités ou autres. Mais il va y avoir des spectacles, mais il va y avoir aussi un cabaret, il va y avoir une guinguette. Donc chaque année, pendant 5 ans, 100% de sourire à la fin de cette journée. Et ça, c'était la joie et la réussite pour tout le monde. Et alors justement, quel est votre meilleur souvenir finalement de cette journée, de cette nuit du handicap? Parce que vous en avez organisé plusieurs précédemment. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir? Alors déjà, on a un livre d'or. On aurait dû venir avec pour vous dire tout ce qu'on a recueilli comme sensation, comme expression de cette joie qui anime tout un chacun. Et puis oui, un souvenir extraordinaire, c'est un flash mob qu'on a organisé et qu'on a commencé avec ceux qui avaient répété à 5, 10, 15, 20 personnes. Et on a fini avec plusieurs centaines de gens qui étaient là comme ils étaient, avec quoi ils sont venus. Et ça, c'était merveilleux. Il y aura aussi un flash mob cette année. Oui, bien vous sûr. vous réitérez. Bien sûr. C'est assurance le succès. Marion Trotsol, votre meilleur souvenir? Oui, alors moi je parlerai d'une rencontre. En fait, cette nuit de handicap, elle est aussi là pour aller vers les personnes touchées par le handicap, les familles qui sont touchées par le handicap, et de se rendre compte que des personnes sont très seules et finalement qui reviennent avec joie l'année suivante, et que vraiment c'est touchant et c'est fait pour ça, rompre la solitude aussi des personnes. L'année dernière, vous aviez accueilli 1300 personnes environ, il me semble. Cette année, vous attendez combien de personnes et est-ce que la nuit du handicap, ça devient un rendez-vous à Versailles? Alors on est, oui, la nuit du handicap à Versailles, ça y est, c'est inscrit au programme chaque année. Et oui, c'est... Ça devient un rendez-vous. Et est-ce que vous attendez, combien de personnes vous attendez finalement cette année? On était à 1300 l'année dernière et là on a préparé 1800 tickets. Il faut parce qu'on essaie de compter chaque année, voilà, et on espère toujours être plus nombreux. Et alors comment ça se passe concrètement, les infos pratiques, si on veut venir, si on veut y participer, on vient et on suit le programme? C'est tout simple, ça démarre à 15h30 et on finit par un bal jusqu'à 22h. Et le programme, je pense, est affiché. Oui. Il est aussi dans beaucoup de médias, de réseaux sociaux, etc. Et donc, voilà, on a une programmation, certes, beaucoup moins ambitieuse que vous, monsieur, mais on a quand même du théâtre, mais on a quand même de la musique, on a quand même
voilà, d'autres activités, mais 100% joyeuses. Déjà, réunir de la danse, de la musique et du sport sur une même journée, c'est déjà un beau challenge. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Marion Trotzolt et Xavier de Senneville, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le rappelle, la nuit du handicap, ce sera ce samedi 10 juin dans les jardins de la mairie de Versailles. Toute cette semaine, c'est aussi la semaine de la santé sexuelle. À cette occasion, le département des Yvelines organisait vendredi dernier une table ronde pour présenter les actions des centres de santé sexuelle. La journaliste Sandrine Arcisé, marraine de la team 78 et animatrice de la table ronde, nous présente les enjeux. Aujourd'hui, c'était hyper intéressant de partager, d'informer aussi toutes les personnes qu'il existait des centres de santé sexuelle, qu'il y en avait 8 dans les Yvelines et que les personnes pouvaient s'y rendre gratuitement en plus de ça, et que les jeunes aussi pouvaient être informés, déculpabilisés entre guillemets, pouvoir parler naturellement, simplement. Ce que j'ai compris là aujourd'hui et que je n'étais vraiment pas du tout au courant, c'est que les jeunes en moyenne d'âge de 10 ans avaient déjà vu un film pornographique. Là, c'est quand même 10 ans, c'est très jeune. Et après, ce que ça en découle en fait, ce que ça fait par la suite, ça m'a un peu interloqué quand même. Lorsqu'on est au collège, au lycée, c'est bien de tout de suite aller voir l'infirmière, par exemple, si on a un souci, parce que l'infirmière, elle saura déjà anonymement dire, va voir telle personne ou tel médecin, ou voilà, un centre de santé sexuelle, par exemple, pour t'informer, pour régler, il y a un problème s'il y a un problème, parler aussi, la parole, c'est hyper important quand on est jeune. Les parents ont vraiment un rôle à jouer dans l'éducation sexuelle de leurs enfants, par la parole, comme on vient de le dire, par les informer. Alors c'est vrai qu'on l'a dit aussi, là, il y a des âges à respecter. On ne va pas parler à un enfant de la même façon lorsqu'il a 7 ans ou lorsqu'il a 15 ans, et puis même un peu plus âgé. Donc il faut adapter. C'est pas évident pour les parents d'adapter la parole, d'adapter les conseils à son enfant, mais je pense que c'est hyper important d'ouvrir le dialogue avec des mots simples et de se faire aider. On poursuit cette émission avec la chronique de Régine Ralèche et du talk. Régine, bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de pédagogie alternative et de parentalité, c'est-à-dire ? Eh bien, Mathilde, effectivement, ce soir, je ne vais pas parler de formation ni d'école, comme je le fais habituellement, mais je vais parler d'un podcast qui aborde plusieurs aspects d'éducation et de la parentalité. Et le but, c'est de faire découvrir ou redécouvrir des pédagogies éducatives qui placent les enfants au cœur de l'apprentissage. Alors juste avant, je vous propose de regarder un petit extrait. L'éduc de demain, c'est un podcast qui vise à mettre en avant des pratiques éducatives innovantes qui soient plus adaptées au monde d'aujourd'hui et au monde de demain. Donc toutes les semaines, on publie 2 épisodes, une interview avec des personnalités inspirantes du monde de l'éducation et un épisode court qui sont appelés les pauses éducatives de Sylvie. Et en plateau, on a justement l'honneur d'accueillir l'une des fondatrices du podcast, Sylvie Desclèpes. Bonsoir. Alors, donc vous avez cofondé le podcast, on va en parler dans quelques instants, mais vous êtes aussi connu pour avoir fondé le premier lycée Montessori à Bailly. Alors, on le rappelle juste, la méthode Montessori, elle a été créée par Maria Montessori en 1907 et elle se base sur plusieurs principes comme la confiance en soi, l'autonomie ou encore l'apprentissage par l'expérimentation. Alors, Sylvie Desclèpes, vous avez été passionnée par ces sujets, donc vous avez donc décidé de créer une école pour vos enfants en 1991 et au fur et à mesure des années, l'école s'est agrandie pour couvrir tous les cycles jusqu'à la terminale. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est parce qu'en 2020, vous êtes lancé un tout autre défi, donc celui de créer un podcast avec votre fille Stéphanie. Et donc ma première question va de soi, pourquoi avoir créé un podcast pour parler d'éducation ?
Parce que moi, mon but depuis de très nombreuses années, c'est de diffuser le plus possible ces pédagogies différentes pour que ça puisse profiter au plus grand nombre d'enfants possible. Donc j'ai écrit beaucoup de livres, mais après, l'évidence, c'était le podcast, puisqu'en fait, le podcast, c'est gratuit, on peut écouter ça n'importe quand, tout le monde peut l'écouter. Donc c'est une façon de donner le plus d'informations possible aux parents, aux enseignants, à les personnes qui s'occupent d'enfants ou qui sont intéressés par ce domaine. Et c'était une évidence pour moi, surtout que c'est un outil qui est de plus en plus utilisé par tous, et particulièrement par les jeunes couples qui ont des jeunes enfants et qui se posent beaucoup de questions sur l'éducation, sur la parentalité. Et pour moi, c'était le meilleur moyen de diffuser toute cette expérience, et puis aussi tout ce qui est découvert aujourd'hui par les plus grands spécialistes, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce podcast, j'imagine? Des interviews, des Voilà. échanges? Ça dure combien de temps? Alors, ce podcast, il a 2 épisodes par semaine. Donc, il y a un épisode où c'est ma fille Stéphanie qui interviewe les plus grands spécialistes de l'éducation, de la parentalité, dans tous les domaines, hein, depuis la naissance jusqu'aux adolescents. Et puis moi qui fais un épisode par semaine où je donne des activités pour les parents, je parle des pédagogies différentes, je parle du bilinguisme, tous les sujets qui peuvent aussi aider les parents et les éducateurs. Et donc, on le comprend bien dans l'intitulé Les adultes de demain, ça s'adresse aux parents, j'imagine. Mais est-ce que ça peut s'adresser aussi à des psychologues, des professionnels? Oui, en fait, ça s'adresse à tous les spécialistes de l'enfance, du bébé à l'adolescent, les adultes de demain, parce que c'est une phrase de Maria Montessori qui disait « l'enfant est l'adulte de demain ». Donc, si on veut un joli monde demain, il faut s'occuper des enfants pour avoir des adultes bienveillants, bien dans leur peau, etc. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez de parentalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets qui sont souvent destinés aux femmes parce qu'on parle beaucoup de maternité. Est-ce que vous parlez aussi du rôle du père, qui est un rôle qui a beaucoup évolué ces dernières années à travers les épisodes? Ah oui, bien sûr, on a eu des épisodes sur le congé de paternité. On a interviewé plusieurs papas qui ont aussi arrêté de travailler, qui ont des podcasts très connus aussi, justement sur la parentalité, parce que c'est eux qui font l'école à la maison. On parle de tout le monde. Même j'ai fait un épisode sur le rôle des grands-mères, hein, puisque je suis grand-mère maintenant. Donc on essaye d'aborder tous les sujets autour de l'enfant, tous les sujets possibles pour offrir le meilleur aux enfants. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours du coup sur tous ces épisodes? Ah ben oui, parce qu'on a fait beaucoup d'épisodes, hein, donc on a 5 sur 5 sur Apple Podcast. On est assez apprécié. On est un des premiers podcasts en éducation et parentalité en France. Et d'ailleurs, vous avez aussi récemment lancé un autre podcast, donc Bébé arrive, donc cette fois-ci qui est plus axé sur la grossesse et les premiers mois du bébé. Est-ce que vous pensez aussi que justement dans le paysage médiatique aujourd'hui, il manque un peu ce terrain d'expression? On peut parler de la grossesse, on entend de plus en plus de femmes qui parlent en fait de ce qu'elles ont pu traverser ou des bonheurs et autres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le podcast c'est un moyen aussi de pouvoir parler de tous ces sujets? Ben oui, je pense aussi que c'est très intéressant parce que justement, on peut l'écouter tout le temps, on peut interviewer des spécialistes avec des avis pas toujours les mêmes. Mais justement, je pense que les parents peuvent faire leur choix là-dessus et que c'est plus pratique d'écouter un podcast pendant 20 minutes, une demi-heure que de lire un livre de je ne sais combien de pages. Bon, comme je vous dis, c'est gratuit aussi. Et je pense qu'il faut en parler. Il y a beaucoup de sujets, en fait, qui ne sont pas vraiment abordés. Et je vois aujourd'hui, ma fille qui n'est pas là parce qu'elle vient d'avoir un bébé. Alors, c'est elle qui a fait tous ces interviews. Et je peux vous dire qu'elle en a besoin, quoi. C'est pas facile. Il y a plein de questions qu'on se pose. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses sur Internet qu'on ne sait plus qui croire, à quel sein se vouer. Donc, je pense que c'est bien d'être allée vers les plus grands spécialistes. Elle est allée dans la France entière, rencontrer, puisqu'elle était enceinte, en plus, ça l'intéressait à double raison. Et elle a rencontré vraiment des plus grands spécialistes, même pour les pères, pour la grossesse, pour les premiers mois, pour l'accouchement, etc. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire, moi, d'entendre tout ça. C'est pas facile, hein. Bien, merci beaucoup Sylvie Desclèves d'avoir répondu à nos questions. Pour nos téléspectateurs qui seraient intéressés par le podcast Les adultes de demain, chaque mardi, un nouvel épisode est disponible sur toutes les plateformes et sur votre site internet lesadultesdedemain.com. Et le jeudi aussi, c'est vrai, il y a 2 épisodes par semaine. Direction le château de Versailles à présent. Lundi dernier, environ 3000 collégiens des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont visité le château de Versailles, une initiative portée par les 2 départements et par l'établissement public du château. Pour cette 5e édition, les arts étaient à l'honneur. Nous avons pu suivre les élèves du collège La Fosse aux Dames des Clés-sous-Bois. Regardez.
lire et déclamer son poème. Laissons les muses nous guider, la nature nous inspirer et l'épreuve du pentathlon sur les arts du château de Versailles nous gagnerons. Ou encore imaginer une chanson sur une mélodie du XVIIe siècle. On est à Versailles, pas d'état d'affaires, la photo d'affaires. Environ 3000 collégiens des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont pu découvrir le château de Versailles différemment grâce à des ateliers pédagogiques. C'est en même temps culturel et en même temps amusant. Moi j'aime bien parce qu'en fait on fait plusieurs activités aussi, donc on peut pas, on s'ennuie pas et on apprend des choses. Musique, art de la scène, concerts, cette année pour les établissements scolaires, cette journée s'inscrit dans le projet Pentathlon des Arts. Cette année, le pentathlon des arts pouvait toucher plusieurs professeurs du collège et notamment l'atelier théâtre. C'est pourquoi nous avons choisi d'emmener ces élèves-là aujourd'hui, participer à cette journée et découvrir un petit peu le château sous un autre angle. C'est pas la première fois qu'on participe au projet. Et tout simplement pour leur faire découvrir déjà le parc du château, le château de Versailles, qu'on s'aperçoit qu'au final, ils ne viennent pas toujours, malgré le fait qu'ils ne soient pas si loin que ça. Cette initiative est portée par les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine en partenariat avec le château de Versailles depuis 2019. Pour beaucoup, c'était une première. Ils n'étaient jamais venus visiter la demeure de Louis XIV. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page cinéma à présent. Comme tous les mercredis, on fait le point sur les films à ne pas manquer cette semaine au cinéma. C'est avec vous, Céline Charles. Et on commence ce soir avec un peu de romantisme. Et oui, Mathilde, alors si vous adorez Love Actually, Coup de foudre à Notting Hill ou encore La La Land, eh bien je vous propose cette semaine Love Again. C'est la nouvelle comédie romantique qu'on aime regarder sous un plaid avec un chocolat chaud. Alors pour vous mettre en haleine, Love Again, c'est déjà un casting aux petits oignons. On retrouve Priyanka Chopra, Sam Egan et le film s'est même offert les services de Céline Dion. La star fait ses premiers pas au cinéma. C'est d'ailleurs elle qui signe une bonne partie de la bande-son du film. Pour ce qui est de l'histoire, c'est toujours très romanesque. Mira est une femme endeuillée par la mort de son petit ami et pour surmonter ce décès, elle va envoyer des textos quotidiennement à son ancien numéro, histoire de lui raconter ses journées et de se sentir moins seule. Petit bémol qu'elle ignore, ce numéro a depuis été attribué au nouveau téléphone professionnel de Rob, un journaliste chargé de rédiger le portrait de la star Céline Dion. Captivé par la sincérité des messages qu'il reçoit, il va peu à peu tomber amoureux. Regardez un extrait de la bande-annonce. Tu crois qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un uniquement par ses mots? Je te trouve très mignon. Plus je la découvre, plus elle me plaît. Ce genre de choses ne se produit pas juste comme ça. L'amour a un plan pour chacun d'entre nous. Bonjour, c'est Céline Dion. Oui, bien sûr. Et moi, je suis Maria Carey. Love comes to those who believe it. Et oui, c'est vraiment moi. En tout cas, ça donne envie d'aller voir Céline Dion au cinéma. Céline, vous nous proposez un autre rendez-vous. C'est un biopic sur Marinette Pichon. Oui, et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Marinette Pichon, c'est une footballeuse internationale française. C'est d'ailleurs la première footballeuse française professionnelle. Son parcours et son nom sont encore assez méconnus et pourtant son histoire est impressionnante. Jusqu'en 2020, elle détenait le record du nombre de buts marqués sous le maillot bleu, hommes et femmes confondus. Alors passionnée depuis toute petite par le foot, elle a dû surmonter de multiples difficultés avant d'arriver au sommet. Un père violent, le sexisme dans le milieu sportif, la compétition entre les joueuses, son homosexualité. Le film retrace vraiment tout de son enfance à sa retraite de joueuse en 2007. C'est un film sur une battante qui traite aussi beaucoup du sujet de l'égalité homme-femme dans le sport. Regardez. Il y a tout à construire encore pour le football féminin en France. Comment vous voulez qu'on fasse le poids alors que nous on n'est même pas payés? Moi j'ai tout donné au football. Et il m'a tout donné, je dis pas. Ça m'a sauvé même. Marinette Pichon. Welcome to the United States.
J'ai jamais vu une chose comme toi. On lâche rien. Et on termine votre sélection, Céline, par le nouveau Transformers. Oui, c'est déjà le 7e film de la saga dont l'histoire suit les Transformers, ces robots venus de l'espace capables de se changer en véhicule. Alors dans ce nouveau film, les protagonistes vont se retrouver plongés au milieu des années 1990. Les Autobots vont devoir affronter un nouveau groupe d'ennemis, les Terrorcons. Ils feront également la rencontre des Maximals, des Transformers qui se changent en animaux. Et dans leurs aventures, ils vont embarquer 2 héros humains cette fois-ci. Noah, un ancien militaire en quête d'argent, et Elena, chercheuse dans un musée. Tous vont chercher une clé intersidérale convoitée également par la Ligue ennemie. Merci beaucoup, Céline Charles. Alors, habituel petit tour de plateau. Quel est votre film préféré? On commence par vous, peut-être? Moi, je vais partir sur la comédie romantique. Oui. Je suis vraiment... ouais, c'est ça. Ça m'étonne un peu de vous. Ah bon? J'ai l'impression que vous préférez quand même les films d'horreur, non? Ça dépend de la saison. C'est vrai qu'en hiver, j'aime bien être... C'est vrai que là, on arrive en été. Bon, allez, une petite comédie romantique, ça fait toujours du bien. C'est une histoire de mood avec Céline. Et puis, il y a Céline Dion, c'est ça. La bande-son est tellement chouette. Que... Oui, on sait que vous êtes une grande fan de Céline. C'est là, c'est ça. Sylvie Desclèves, une préférence? Ah ben moi, ce sera aussi la comédie romantique. Oui. J'adore ces moments passés. C'est notre film de Noël, souvent. Moi, j'ai hâte de voir Céline Dion à l'écran, en tout cas. Et vous, Régine? Pour changer, pour ne pas changer, je dirais que oui, la comédie romantique aussi. Donc, je pense que Céline est une très bonne vendeuse parce que j'aime pas trop les comédies romantiques, mais là, j'ai vraiment envie d'y aller. Et mais Marinette Pichon, elle a vraiment bien aussi. Je pense que c'est intéressant comme histoire, donc mon cœur balance entre les deux, donc j'irai voir les deux. La réalisatrice du film Grave aussi, qui avait été très reconnue à l'époque. Merci beaucoup, Céline Charles. C'est bientôt la fin de cette émission depuis la scène du Prisme d'Elancourt. Mais avant, je vous propose de jeter un dernier coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le soleil sera bien au rendez-vous dans les Yvelines. Côté température, ça grimpe. Comptez 19 degrés à Mantes-la-Jolie, Houdan et Versailles et 18 degrés à Rambouillet. Dans l'après-midi, il fera toujours beau temps. Au niveau des températures, il fera en moyenne 26 à 27 degrés. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. À 20h30, ne manquez pas Entracte, la soirée de lancement de la nouvelle saison culturelle au Théâtre du Prisme à Elancourt. Elle sera retransmise sur notre antenne. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.